Par rapport au DK Ironman, vous êtes combien dans le monde à être capable de faire ça? Alors, donc déjà, il y a deux types de DK Ironman. Il y a un Ironman par jour. Bon, ça, c'est plus récent, ça a moins de 10 ans. Et le classique qu'on appelle le DK Ironman, où on nage tout, puis on roule, puis on nage. Donc, il y a eu un tableau qui a été fait, qui a été recensé. Donc déjà, il y en a 1 à 2 par an, depuis 30 ans. Ça a été créé en même temps que l'Ironman à Hawaï, d'ailleurs. Hein. C'est aussi vieux, hein, c'est pas récent du tout. Après, c'est moins connu, évidemment, c'est moins médiatique, parce qu'évidemment, on n'est pas 1000 au départ. Je me poserai des questions si on était 1000 au départ, d'ailleurs. Non, il y a des actuellement qui ont réussi à finir un DK continu, qu'on appelle complet, de personnes différentes. C'est-à-dire, moi qui en ai fait 2, je compte pour 1. On en est à 127 personnes qui ont réussi à finir. Alors, si on prend les cas extrêmes, Guy Rossi, qui est à Colmar d'ailleurs, hein, en a fait 10, enfin en a fini 10, oui, en 33 ans. Hein. La semaine dernière, là il fait son 70e et dernier double, il a terminé. Bon, à l'inverse, moi j'en ai fait 2 en moins de 2 mois, c'était la première fois que ça se faisait aussi. On croyait que c'était impossible et on a fait mieux au deuxième. Donc 127 personnes différentes qui ont terminé sur le classique. Après, sur le day, il y a souvent plus de finishers, puisque le principe du day, c'est on nage, on roule et on court tous les jours et on peut se régénérer. Parce que mentalement, rouler 1800 km, c'est pas pareil que faire 10 fois 180. Déjà, les pathologies ne sont pas du tout les mêmes. La selle, au bout d'un moment, on en a un peu marre. On trouve des selles un peu différentes. C'est pas du tout la même approche mentale et préparation physique non plus d'ailleurs. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors moi j'ai une question un petit peu technique qui concerne Jérémy et Marc. Jérémy dans son exposé, peut-être pas celui-là, mais en tout cas l'autre parlait beaucoup de l'attaque pointe de pied et de l'intérêt vraiment d'y aller. Qu'en pense, il disait aussi que ça prenait beaucoup de temps de passer de l'un à l'autre, ça prenait des mois et des mois. Qu'en pense le podologue? Je lui prends son micro, comme ça je lui coupe la parole. J'en pense que du bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est évident que la foulée sur l'avant-pied est plus efficace et qu'elle est moins traumatique. Ça ne prête aucunement la discussion. Quand on court sur le sprint, d'accord, vous voulez sprinter, vous partez directement, vous êtes sur l'avant-pied. L'histoire, c'est que c'est beaucoup plus sollicitant. La question, c'est est-ce que je suis capable de courir tout le temps en sprint? Donc le type qui arrive à courir sur l'avant-pied, très bien, c'est parfait pour lui. La question, c'est d'arriver à jauger. Est-ce qu'il est capable de le faire dans la durée? Est-ce qu'il le fera tout le temps? Parce que depuis que cet avant-pied, cette course sur le cycle avant s'est démocratisée et que les chaussures minimalistes sont arrivées, dans nos cabinets, on a une explosion des tendinopathies d'Achille et des aponevrosites plantaires. C'est-à-dire que supprimer le talon sous l'appui, c'est parfait, à condition que le mec y arrive. Si le mec il continue à poser son talon avec des pompes qui sont minimalistes, et bien celui-là il se pointe au cabinet avec un tendon qui est en feu, qui a complètement explosé. Donc ma vision est certainement la même, c'est-à-dire que oui, c'est très bien, c'est beaucoup moins pathologique, mais est-ce que c'est tenable dans la durée? J'en sais rien. Et est-ce que le podologue peut, avec des semelles, accélérer le passage de l'un à l'autre? Non, en fait, l'histoire, c'est que la déformation chez le podologue, elle existe souvent entre le passage entre le talon et l'avant-pied. C'est là que la torsion existe par rapport à ça. Donc quand on n'est que sur l'avant, le temps de contact est quasiment fin, il n'y a quasiment pas de torsion particulière et c'est le haut du corps, parce qu'il faut forcément de la torsion, c'est le haut du corps qui augmente cette torsion. Donc courir sur l'avant-pied, ça facilite l'effort d'extension et de propulsion très bien, mais ça augmente malheureusement les contraintes de torsion sur le bas du dos. Et donc effectivement, on peut avoir moins de pathologie plantaire, mais plus de pathologie lombaire, parce qu'il faut arriver à encaisser directement la contrainte par rapport à ça. Ce qu'il a justement dit, c'est que la fréquence augmente nécessairement. Okay, et donc à partir de là, quand on fait plus d'appui, quand on fait plus de pas, on a plus de contraintes, ni plus ni moins. Okay. J'ai un dernier élément qui appartient à la clinique du coureur, qui est un élément intellectuel intéressant. On vous dit, voilà, si on enlève les godasses et que vous courez, personne ne pose le talon. Je vous demande d'aller le faire sur un terrain de foot et vous verrez si vous ne posez pas le talon. Il est évident qu'on ne pose pas le talon parce que le sol est dur, que le sol bétonné, c'est moderne. Et que si on courait sur un sol meuble, on pourrait peut-être naturellement poser le talon parce qu'il y a un effort de filtration en particulier. Donc tout n'est pas que physiologique. C'est aussi lié au fait que dans l'environnement urbain classique, le sol est dur et que même l'homme de Cro-Magnon, il n'était pas fait pour courir sur du béton. Merci. Puis j'avais une dernière question, c'est sur la longévité. On voit très bien dans les congrès de chirurgie et de médecine du sport qu'on a des statistiques sur le fait de courir 100 km et que ça crée des arthroses de hanches et de genoux.
Et qu'est-ce que vous pensez, vous deux, sur la possibilité physique que ces gens n'aient pas d'arthrose? Quand on voit Guy Rossi, il a couru 350 Ironman et il se porte comme un charme et il n'a pas de signe d'arthrose. Est-ce que vous avez une idée particulière sur cette possibilité? Moi, je pense que c'est surtout une histoire d'habitude. Je pense qu'un bon sportif, c'est un sportif qui s'écoute, qui apprend à ne pas aller. Enfin, après, Laurent en parlera peut-être mieux que moi encore, mais je pense qu'il faut se connaître, il faut savoir quand y aller, savoir quand freiner. Et je pense que le corps, il a des capacités d'adaptation qui sont quasiment presque illimité à partir du moment où on le fait de manière progressive. C'est des coureurs, là quand on parle d'ultra, c'est des coureurs qui s'arrêtent jamais. Il n'y a pas vraiment de temps de pause. Le corps est tout le temps soumis à des contraintes et du coup c'est une affaire qui roule, c'est quelque chose qui c'est fluide, ça continue comme ça. C'est plus quand on est sur du discontinu qu'à mon avis on a des risques de blessures et de choses comme ça. Le corps, une fois qu'il est adapté, après ça va tout seul. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai une vision un peu différente de ça qui fait qu'on ne naît pas tous égaux du verbe naître et que c'est pas pour le flatter, mais s'il n'y a que 127 mecs au monde qui font ça, c'est qu'on n'est pas tous avec la même carte génétique. On va pas tous gagner au loto et donc Guy Rossi, que lui, que des mecs comme ça, ils ont des cartes que les autres n'ont pas, ils ont un moteur que nous on n'a pas, ils ont des contraintes particulières qu'on n'a pas forcément. Donc pour un comme ça, il y en a 150 qui se pètent et après 3 marathons dans l'année, ils ont de l'arthrose partout, donc c'est compliqué. Et puis le deuxième élément qui est à mon sens fondamental, il est essentiellement mental. Parce que les techniques qu'il a décrites, elles sont parfaites. Il y a beaucoup d'exemples, je pense à Emmanuel Conro, quand la situation commence à chauffer, mentalement ça ne va plus, et ils explosent littéralement en plein vol, il y a tout qui décompense. Donc ils sont tenus là, peut-être par des contraintes qui visent, c'est-à-dire qu'il faut aimer se faire mal, il y a forcément une raison par rapport à ça. Toutes les techniques de sophrologie que font les coureurs les incitent à aller chercher des ressources quand ils sont dans le dur pour comprendre pourquoi ça se passe. Et c'est personnellement ce qui m'intéresse beaucoup dans ma pratique avec les sportifs de haut niveau, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils vont chercher comme ressources quand ça commence à être dur. Et c'est surtout là qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres. Parce que quand il y en a 90% le matin qui se lèvent parce que la journée va être longue, qu'ils ont mal au dos, mal à la tête, etc., eux, ils ne se posent pas la question, ils tapent dedans et ils y vont sans vraiment se retenir par rapport à ça. Et je pense que la vraie différence, elle n'est pas que génétique, elle est aussi dans la capacité à se faire mal. Oui, pour revenir sur la partie, on va dire, douleur et capacité. Bon, c'est vrai que moi, depuis l'âge de 4 ans, je fais du sport. On m'a toujours dit un jour, ça ira pas. Bon, des blessures en activité, même quand je faisais du très court ou du sprint ou du tennis, qui est très traumatisant le tennis. À l'inverse, le tennis était beaucoup plus traumatisant que ce que je fais maintenant. Enfin, soyons très clairs, surtout sur les surfaces dures. J'étais pas source de blessures. Alors par contre, j'ai toujours été très attentif à la technique de course à pied, courir en ligne, courir propre. Un vélo, c'est pareil, réglage des cales, réglage des chaussures, c'est extrêmement important. Et nager, j'ai appris tard, mais j'ai bien appris. Donc je pense. Donc déjà, la gestuelle, la posture, je pense que c'est extrêmement important. Après, qu'on ait tous des capacités différentes, oui, je pense aussi. Capacité à moins dormir, à mieux lutter. Et bon, la douleur, j'avais une vidéo qu'on a faite récemment sur nous. J'ai le témoignage de mon ostéo qui dit justement qu'il faut que la douleur... Alors je fais pas ça pour souffrir, hein, soyons très clairs. Par contre, c'est vrai que l'accoutumance à la douleur, à tout ça, fait qu'on n'a peut-être pas le même facteur d'acceptabilité de la douleur. Et à un moment donné, il y a dans ce clip vidéo, mon ostéo qui m'a poussé, on va dire après à plus gagner, a dit que cette douleur doit être notre amie et même une arme pour nous, mais face aux autres. Au moment où il y a besoin, mais le but, c'est pas de démarrer dans la douleur, c'est de l'utiliser à bon escient. On ne peut pas faire 8 jours souffrir à outrance, c'est impossible. Et le but, c'est pas de souffrir, c'est de trouver toujours une parade, une solution dans l'alimentation, dans la prévention ou dans la technique de pédalage ou autre, de ne pas se faire mal. Voilà. C'est toujours ça, en fait. Éviter de rester dans la douleur, quoi. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va... Des questions peut-être encore dans le public ? C'est pas une question, hein. Mais n'oubliez pas que les blessures ont des mémoires. Hein. Ça guérit à l'intérieur, mais tôt ou tard, ça se redéveloppe. Hein. C'est l'expérience d'un gars qui a 62 ans, qui a fait 3 marathons dans l'année. Hein.
pendant une dizaine d'années. Bon, voilà, c'est tout. Et j'aimerais bien vous connaître dans 10 ans. Vous parlerez peut-être un peu autrement. Voyez-moi, vu l'expérience que j'ai. J'étais comme vous, la même chose. Mais en vieillissant, vous verrez. J'aimerais bien vous connaître dans 10 ans. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai juste une petite remarque à ajouter. C'est qu'un bon entraînement, c'est pas quand on revient fracassé. Celui qui croit en pleurant, en dégoulinant, en se disant « Oh putain, j'ai fait un super entraînement ». Non, c'est pas ça l'entraînement. Un entraînement, c'est progressif. Si on revient fracassé, hormis une séance de fractionné particulière, c'est pas du tout un bon entraînement, c'est qu'il n'était pas adapté. Soyons clairs. Ah, encore une question. Bonjour. Moi j'ai une question. Après une fracture du pied, comment est-ce qu'on reprend la course à pied justement? J'ai jamais cassé quoi que ce soit, hormis l'œil. Progressivement, D'accord. pas griller d'étapes. Non, mais encore une fois, le corps, il a des capacités d'adaptation énormes à condition de le respecter. C'est juste ça, en fait. Je dis souvent, si maintenant on décidait tous d'apprendre à faire le grand écart, si on se donne les moyens, tous les jours, on étire correctement, je suis sûr qu'on y arriverait tous. Certains y arriveraient dans 2 mois, d'autres dans 5 ans, mais en le faisant de manière régulière, en imposant des contraintes à notre corps de manière progressive, on y arriverait à condition de respecter ce corps justement, de le respecter, d'être un peu à l'écoute et de le faire progressivement. Donc pour la reprise de la fracture, c'est quand on le sent, on repart sur 15 minutes. Des fois, mes patients, je leur dis, vous allez courir 15 minutes. C'est le temps le temps de se préparer, de prendre la douche. On a passé plus de temps qu'à courir quasiment si on traîne un peu sous la douche. Mais l'idée, c'est faut y aller pour juste quelques minutes pour réhabituer au corps les contraintes un petit peu qu'il va subir. Et si cette contrainte-là, elle est bien encaissée, eh ben c'est parfait. Le lendemain ou 2 jours après, je vais repartir et je vais gagner 2-3 minutes en plus. Et mes patients, je leur dis toujours, pour bien s'adapter, il y a une limite supérieure à ne pas franchir. Ça, en général, tout le monde l'a compris. Dès que je force, je me blesse et je me désadapte. Donc la limite supérieure, tout le monde l'a compris. Par contre, la limite inférieure, c'est beaucoup moins ça. Quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui disent « Ah, je me suis blessé, qu'est-ce que vous conseillez ?» Je crois que 9 messages sur 10, c'est du repos, du repos, du repos. Tout le monde connaît que le repos. Mais en fait, il y a cette limite inférieure qui est importante aussi. C'est si je suis dans le repos, si je ne fais rien, je ne mets pas de contrainte au corps, et ben mon corps, il ne s'adaptera pas et donc je ne pourrai pas reprendre derrière. Donc, il y a une limite sup et une limite inférieure aussi. Et du coup, la reprise, elle est progressive. Et peut-être qu'en reprenant en 15 minutes, ça marchera bien. On passera à 17, 18, 20 minutes. Et peut-être qu'à 20 minutes, une petite douleur. 2 jours après, je reste sur mes 20 minutes. Et puis, peut-être qu'il faudra 5-6 séances à 20 minutes. Et puis au bout de la 5e séance, plus forcément de douleur derrière. Impeccable, je peux remonter un petit peu. Et du coup, mes patients, je leur explique souvent que c'est progressif. On peut arriver sur des paliers où on reste des fois sur un temps d'effort parce que c'est le temps que le corps s'adapte. Et une fois qu'il est adapté, hop, on peut repartir de nouveau progressivement. Ce qu'il dit est parfaitement juste, mais on parle après la guérison. Avant la guérison, il y a quand même l'étape médicale qui est là et qui parle de pronostic. Parce que la fracture du pied que vient de se faire Neymar Junior au Paris Saint-Germain va faire qu'il va reprendre le sport. La fracture du pied qu'a fait Martina Hingis il y a 15 ans sur l'os du talus fait qu'elle n'a jamais pu reprendre le sport en particulier. Donc en l'occurrence, une notion de traumatisme direct médical pur et dur qui fait que toutes les fractures ne sont pas identiques. Si elle est articulaire, si elle est dans l'os, si elle est sur la diaphyse, si elle est sur des os qui sont porteurs, le pronostic n'est pas le même du tout. Et donc il n'y a pas une fracture particulière, il y a un diagnostic de départ qui fait que quand la guérison est entendue, d'accord, le protocole de reprise, pas de problème. Mais quand la guérison n'est pas acquise, il y a des pathologies du pied qui font qu'on ne recourra pas, ou pas bien. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que nous avons encore une question ? Eh bien, on va remercier nos 3 intervenants pour leur brillante conférence.
On va remercier Grégory Loloux, que je vais lui donner le mot de la fin parce que c'est lui qui a organisé ce magnifique salon et on lui espère une longue vie à ce salon et tout le travail que ça représente. Merci beaucoup, merci à vous d'être restés pour écouter tout ce beau petit monde. Je suis leur passion respective, donc je les connais bien à force, mais voilà, c'est intéressant d'entendre. Et puis il y a des fois aussi, ça permet d'écouter des discours un petit peu différents. C'est aussi ça l'intérêt, c'est pouvoir se confronter ces expériences, mais aussi ce qu'on entend qui est un peu des fois marketé, et puis des avis un petit peu différents. Ça permet aussi de se nourrir l'esprit et puis de voir les choses d'une autre manière. Après, moi, pour finir, je souhaite à tous ceux qui courent demain de prendre un maximum de plaisir. Véritablement, on aura un beau soleil bleu. On devra avoir une météo qui est assez clémente. Donc l'important, c'est surtout de prendre du plaisir, de finir la course et de pouvoir re-signer pour l'année prochaine et revenir. Donc merci beaucoup. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Merci bien.